L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Les coraux qui s'assemblent pour former des récifs coralliens abritent 25% de la vie marine de notre planète. En Afrique, ces magnifiques organismes où la vie prospère pourraient bel et bien disparaître, une menace qui plane sur nos côtes bordées par l'océan Indien. Comment restaurer et protéger cette biodiversité marine? Une question à laquelle la start-up africaine Corail tente de répondre. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec sa fondatrice, la malgache Djemila Donti. Djemila Donti est en direct de Paris avec nous. Djemila, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de me donner la parole aujourd'hui. Alors, très rapidement, pouvez-vous revenir sur l'ampleur de la dégradation des coraux en Afrique? Alors déjà, il faut prendre conscience que c'est un problème mondial. Les coraux sont menacés partout dans le monde par la hausse des températures, mais aussi par les mauvaises pratiques de tourisme et de pêche. Donc c'est 90% des coraux qui sont menacés de disparition d'ici 2100. Mais l'Afrique est encore plus en danger, puisque ce sont les 12 000 km² de récifs coralliens qui bordent l'océan Indien en Afrique, qui sont menacés de disparition totale d'ici 2070 si nous ne faisons rien. Et c'est parce que l'Afrique manque de moyens de restauration, de moyens de sensibilisation et aussi de surface de protection. Les aires marines protégées sont trop faibles en Afrique aujourd'hui. Et justement, pour sauver aujourd'hui ces organismes indispensables à la biodiversité marine, vous avez lancé, je le disais, Corail. Quand et comment cette start-up a-t-elle vu le jour? Alors moi je suis née à Madagascar, comme vous l'avez dit en introduction, et j'étais dans une famille, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs qui défendent les animaux. Mon père a créé un parc zoologique qui s'appelle les Mureland, dans le nord de Madagascar, et ma mère une boutique d'aquarium. Et ensemble ils avaient créé cette ferme de corail que vous voyez sur les images, et qui en fait à la base était une entreprise d'exportation des coraux pour les envoyer dans les aquariums étrangers. Et en 2020, cette entreprise s'est arrêtée à cause du Covid. Mon père également aussi est malheureusement décédé à ce moment-là. Et quand j'ai repris l'entreprise familiale, j'avais voulu la rendre utile pour l'environnement. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, alors que moi je vivais en Europe à ce moment-là, de connecter l'Europe et l'Afrique en proposant donc aux entreprises la possibilité de s'investir avec nous dans la restauration de ces écosystèmes. Et justement, comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce qui se fait exactement au sein de Corail? Eh bien, en fait, le modèle économique est assez simple. Corail propose aux entreprises de s'engager à travers la création de plans RSE sur mesure ou l'achat de crédit carbone qui va nous permettre à nous de replanter du corail et de la mangrove et des herbiers marins qui composent en fait les écosystèmes marins côtiers. Donc concrètement, la maison mère se trouve en France et a l'activité de vente auprès de ces sociétés. Donc c'est de la vente et presque du conseil parce qu'on va construire avec eux ce plan RSE. Et les filiales en Afrique, à commencer par à Madagascar, là où donc on a ouvert récemment, les filiales, elles, vont avoir cette activité de replantation, de bouturage et de protection de ces écosystèmes. Et il y a un volet de sensibilisation qui est très important aussi. Donc ce que vous voyez sur les images, justement, on présente aussi qu'est-ce qu'un écosystème marin. Il y a une partie très éducative et donc c'est ouvert au public sous la forme d'un aquarium ludo-éducatif. Et depuis le lancement, Djemila, de ce projet, quelles sont les zones que vous avez couvertes et quel y a été l'impact de Corail? Eh bien, comme je vous disais, hein, c'est une entreprise toute récente. Elle est née donc l'année dernière, et donc on a ouvert notre première nurserie sous le nouveau modèle Corail en décembre 2022. Donc avec une zone d'impact qui est Nocibé, qui est un archipel d'îles au nord-ouest de Madagascar, et un potentiel de régénération et de protection d'environ 500 km². L'idée,
c'est assez rapidement de pouvoir avoir un impact sur les 2000 km² de récifs coralliens qui longent Madagascar, et demain de pouvoir s'étendre sur le reste de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Est principalement, et la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire les pays comme la Côte d'Ivoire ou même le Gabon, qui ont qui ont d'ailleurs la plus grande réserve marine d'Afrique. En tant qu'entrepreneur, quel est le plus grand rêve, le plus grand défi que vous avez relevé depuis le lancement de cette start-up? Eh bien, alors je suis encore au début, hein. Donc des défis, il y en a plein. La recherche de fonds d'amorçage, ça c'est, je dirais quand même un des plus gros défis parce que ben sans argent on n'y arrive pas. Donc là-dessus c'est un vrai sujet pour les startups africaines en particulier. La difficulté en fait d'accéder à des financements. Il y a des aides et puis j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est entre les deux continents, donc ça me permet en fait de faciliter cet accès, mais ça reste quand même un enjeu particulièrement important. La recherche d'associés aussi, qui est un vrai sujet quand on lance un projet qui est très personnel, c'est de rencontrer les bonnes personnes qui ont envie de s'embarquer avec nous dans cette aventure. Et je dirais en fait surtout quand on crée entre des cultures différentes, enfin quand on a une ambition multinationale, enfin donc du coup multiculturelle, c'est aussi la difficulté de réussir à construire quelque chose de commun alors que en acceptant les différences de chacun en fait. Donc je dirais que c'est là que le défi repose beaucoup, mais c'est aussi la beauté de cet entrepreneuriat. Alors là, vous venez de me parler des défis que vous êtes appelé à relever. La question, c'était de savoir quel est le plus grand défi que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez relevé depuis le lancement de cette start-up. Bah, personnellement, je dirais que bah, en fait se lancer, c'est pas simple, hein, c'est de décider qu'on change de vie, quoi. On quitte un modèle dans lequel on a enfin, dans lequel on est installé et puis on se lance en bousculant en fait son quotidien. Et je dirais que il faut du courage pour ça. Et ça a pris du temps parce que, comme je vous ai dit, ça s'était arrêté en 2020. La ferme de mes parents, et c'est en 2022 que je me suis vraiment lancée parce que ça a demandé de la réflexion, c'est aussi s'organiser personnellement pour se dire que voilà, ça va être ça notre nouvelle vie. Je pense que c'est réussir à se lancer, je pense que c'est le plus dur. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur l'entrepreneuriat vert en Afrique, notamment ses forces et faiblesses? Eh bien, alors l'entrepreneuriat vert en Afrique, je dirais que bah déjà, je suis contente en fait de faire partie hein, de ceux qui veulent bousculer les choses. Il y a un potentiel énorme en Afrique, notamment parce que presque un quart de la biodiversité mondiale se trouve sur notre continent. Donc en fait, on doit participer à à ce mouvement de la green tech et de la climate tech, et on a tout ce qu'il faut en Afrique pour y arriver. Donc je dirais que c'est le côté positif, les forces de cet entrepreneuriat. Il y a aussi des initiatives, beaucoup d'initiatives naissantes, surtout dans le renouvelable, dans l'agriculture aussi, pas encore assez dans l'océan tech, pas encore assez dans la climate tech. Et je dirais du coup que les faiblesses, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le financement, c'est aussi la conscience écologique du continent, que ce soit des gouvernements, la prise de conscience des gouvernements pour participer, grâce à la régulation, à changer les choses et à créer un marché, en fait, à créer un capitalisme positif, et aussi changement de conscience au niveau individuel, parce que si les gens sont pas prêts aussi à changer leurs habitudes, c'est difficile pour une green tech d'arriver sur le marché. Donc je pense que c'est ça les faiblesses de l'entrepreneuriat, mais qui sont pas un blocage non plus. Ce sont des leviers qu'on peut lever. Jemila, vous êtes aussi actionnaire de Time for the Planet. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette structure? Parce que c'est exactement une entreprise
qui montre ce en quoi je crois en fait. Parce que Time for the Planet, leur ambition, c'est quand même de créer un capitalisme nouveau, c'est de dire qu'on va investir dans des entreprises qui vont faire bouger les choses pour le climat et changer les choses en fait au sein même du modèle économique. Et donc de pas dire que l'environnement c'est qu'une affaire d'association, que l'environnement c'est qu'une affaire de dons et de bénévolat. Non, en fait, on crée des entreprises intelligentes qui font bouger les choses. Et donc, si moi je pouvais aussi un peu apporter ma pierre à l'édifice, eh bien, je suis contente de rejoindre une entreprise comme celle-là. Djemila Donti, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Madagascar est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.